Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Ça fait 1 an maintenant, depuis que le Café Presse a démarré. Rappelez-vous, dans une conjoncture particulière, l'actualité l'était aussi. Une chose qui reste d'actualité, ou quelqu'un qui reste d'actualité, c'est bien Saïdani, Ammar Saïdani, 1 an après. Est-ce que vous vous souvenez ici même, ses premières déclarations, c'était autour du rôle et le coup de canon qu'il a donné en direction des services de sécurité. Aujourd'hui, il joue encore un rôle politique majeur. En fait, Ammar Saïdani nous a amené à faire une correction en profondeur de notre vision, enfin en particulier pour certains de nos amis ici au CPP, de notre vision de la construction et de la production des présidents de la République en Algérie. L'attelage habituel, enfin la connexion habituelle, c'est l'armée qui décide, et dans l'armée, c'est le DRS qui décide de qui va être président. Saïdani, par sa déclaration à TSA, il y a 1 année, a démonté le DRS. Et on était encore dans les premières émissions du Café Presse présidentiel à se dire, est-ce que c'est réellement une nouvelle configuration de la production, du système de production, de génération des présidents qui est en train de se mettre en place, ou est-ce que c'est un coup en l'air et Saïdani va sauter dans la semaine? C'était ça le débat. On ne donnait pas cher de sa peau. Une année après, Saïdani est toujours là. On pourra me dire que le général Tefik aussi est toujours là. Mais le fait est que ce n'est plus le général Tefik, ce n'est plus le DRS qui décide des présidents de la République en Algérie. C'est peut-être une parenthèse qui s'était fermée, dans le sens où c'était l'armée, l'état-major, les chefs de région militaire qui faisaient le président pendant 40 ans, jusqu'aux années 90. Avec la montée en puissance du terrorisme, ce sont les services spéciaux qui ont été mis en avant. Il était logique, la mécanique a produit cette situation qui a donné le DRS en première ligne pour désigner le président. Aujourd'hui qu'il n'y a plus cette urgence, l'état-major de l'armée, disons que l'armée reprend un petit peu son rôle naturel dans un équilibre qui montre bien que le système algérien, au fond, n'a pas changé. Que ce soit un général-major ou un major général qui désigne le président, il n'y a pas une grande différence. Le secrétaire général du FLN est un homme puissant. Je pense que l'année dernière, il avait été mandaté pour critiquer le directeur général du DRS. C'était la première fois. D'ailleurs, il y avait une campagne de presse qui s'était abattue contre lui. On n'avait pas donné cher de sa peau, mais il résiste. Ça fait 1 an qu'il résiste, malgré toutes les bêtises qu'il dit. La dernière bêtise en date à 10 jours, lorsqu'il a dit en pleine conférence de presse, vous savez que la France nous a donné l'indépendance. Donc, quelqu'un qui aurait dit ça, et en plus, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, qui résiste encore depuis 1 an avec toutes ces affaires aussi de corruption qui sont plus ou moins prouvées, mais il est toujours là et c'est ça l'interrogation. Pourquoi est-il toujours là? En fait, l'affaire Saïdani montrait la perte du consensus chez les décideurs. C'est-à-dire, on a fonctionné pendant très longtemps sur un modèle où l'armée et le DRS s'entendaient sur le choix du président et même sur le choix du cap à prendre. Là, il y avait eu, à la veille des présidentielles, une absence d'entente sur les choix à faire et on avait une situation où personne ne pouvait imposer son propre choix et on est resté par défaut dans le statu quo. Moi, je retiens la façon avec laquelle Saïdani a été intronisé à la tête du FLN, le coup de force, y compris au sein du FLN, était la démonstration que le pouvoir du président Bouteflika, son clan, finalement a réussi pendant 15 ans de règne à rééquilibrer les forces, en tout cas au sein du pouvoir. Il a récupéré finalement beaucoup de pouvoir et aux dépens de l'armée et de son noyau dur qui est le DRS. J'aimerais rajouter un mot, Sohila. Il ne faut pas oublier que le secrétaire général du FLN est comme le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que c'est toujours lui qui parle au nom du président. Il a dit il y a quelques jours que le président soutenait l'initiative du FFS d'une grande conférence. Donc c'est un homme qui continue, malgré la bêtise il y a 1 an, à parler au nom du gouvernement, même si plusieurs fois il a été rappelé à l'ordre. Oui. Alors, justement, non, à l'époque, c'était pas effectivement une bêtise. La conférence du 24 à laquelle va prendre part le FLN, justement, puisque l'on parle, à mon avis, ou en tout cas, on va voir un petit peu plus clair sur le rôle de Ammar Saïdani et sur est-ce qu'effectivement il parle
au nom du pouvoir, et à ce moment-là, quel pouvoir? Je pense qu'il y a des choses à préciser sur Saïdani. Khaled a dit c'est un homme puissant et ensuite il a dit il a été mandaté pour dire quelque chose. Ça ne colle pas ensemble. Il y a une énorme confusion chez Saïdani. Il y a la part de son ambition personnelle, de ses intérêts personnels, de sa petite équipe, et il y a la part de ce qu'il est mandaté à dire. On lui demande de faire un certain nombre de choses. Et lui joue sur cette ambiguïté-là. Saïdani, à mon avis, n'est pas puissant. Quand on a voulu l'éjecter, il ne faut pas oublier qu'il a été président de l'APN, il a été éjecté et oublié pendant 5 ans. Donc, c'est le même pouvoir qui prend les gens dans des tiroirs pour leur faire jouer des rôles. Il se trouve qu'aujourd'hui, Saïdani est au premier rang. Si on revient 3 ans en arrière, on a Belkhadim à la place de Saïdani. Et Saïdani n'existe pas. Aujourd'hui, c'est Belkhadim qui n'existe pas. Donc, c'est un jeu de rôle, c'est des postures, ce n'est pas des positions politiques. Alors, voilà. justement, quelle est... Juste une nuance à ajouter, c'est que j'aurais mal vu Belkhadim attaquer directement Toufir, contrairement à Saïdani qui a un côté téméraire que n'a pas Belkhadim. Dans le même temps, il faut juste rappeler que Amal Saïdani n'a pas réussi à obtenir ce qu'il espérait obtenir auprès de ses troupes. Le chef du gouvernement n'est pas du FLN. Et il est attaqué régulièrement. Il y a des dossiers qui sortent sur lui régulièrement. Donc, l'opération destitution de Ammar Saïdani est toujours en cours. Voilà, donc c'est un chef politique précaire. Alors, je vous ai parlé du FFS à l'instant, on va revenir un petit peu sur cette conférence qui a été annoncée, on a une date, le 24 février, mais puisque vous parlez justement du rôle de Saïdani, la question c'est, quelle garantie le FFS, puisqu'il dit que le FLN va participer, et le FLN l'a confirmé, quelle garantie le FFS aujourd'hui a-t-il que, effectivement, Saïdani va parler au nom du pouvoir? Et à ce moment-là, quel pouvoir? D'où l'interrogation d'ailleurs qui est, on va dire, légitime, du RCD, qui s'interroge sur les tenants du pouvoir et qui dit finalement qui peut prétendre au pouvoir aujourd'hui, si ce n'est Abdelaziz Bouteflika. Et comment est-ce que le FFS est convaincu aujourd'hui que la personne de Saïdani qu'il va avoir, c'est bien le pouvoir qui est en place à ce moment-là? Quel est-il? Le FFS est dans une démarche politique. Le FLN représente le pouvoir ou une parcelle du pouvoir ou une partie du pouvoir. Il n'est pas le pouvoir. Et nous, on le dit, c'est pas le FFS qui va faire semblant de croire que le FLN incarne le pouvoir totalement. Le FFS va rencontrer encore samedi le RND sur cette histoire de conférence nationale. Oui. Donc, il rencontre encore une fois une autre parcelle du pouvoir. Il est dans une démarche politique qui va pas nécessairement aboutir. Moi, je suis même enclin à ne pas croire que ça va marcher, mais il est dans une démarche politique. Sans aller un peu sur la démarche du FFS encore, parce que vous précipitez les choses, si tu dis que le RND aujourd'hui représente une partie du pouvoir et que Ammar Saïdani représente une autre partie du pouvoir, alors à ce moment-là, le pouvoir lui-même, on l'a dans ces hommes qui sont représentés aujourd'hui oui et non. Dans les institutions. En fait, la question, moi, je la poserai, si tu permets, Souhila, un peu différemment. On se rappelle que cette idée du dialogue sur la transition est venue tout de suite après l'élection, la réélection de Bouteflika pour un 4e mandat, et la réponse sentencieuse et notoire du pouvoir, des proches du président, c'était on vient de régler la question de la légitimité, il y a un président qui a été réélu, pourquoi parler de transition? C'est la position. La question, moi je la poserai aujourd'hui. Est-ce que le pouvoir est prêt à remettre en cause cette sentence? La question de la légitimité est réglée. Aujourd'hui, on a le sentiment, avec les propos d'Ammar Saïdani, avec ce que peut dire le MSP, que le pouvoir serait enclin à envisager de rediscuter de avril 2014, comme n'étant pas réellement à un moment. Mais de mon point de vue, le pouvoir gagne du temps, parce qu'on n'a pas réellement un équilibre, on n'a pas un centre de décision qui, dans le pouvoir, peut décider un changement de cap comme ça. Moi, j'ai un autre sentiment. Le sentiment que le FFS a proposé qu'on discute de l'après Bouteflika et qu'il ne remet pas en cause en sachant que c'est inutile et ça ne rapporte rien de remettre en question le 17 avril. Il vaut mieux discuter de l'après, ce qui permet d'aller à une discussion de fond
pour parler à ceux qui vont avoir à gérer le pays après Bouteflika sur les 15 ans qui viennent. Là, ça devient sérieux. Ces gens-là sont peut-être intéressés par une discussion, mais ceux qui sont en fin de carrière, qui vont arriver au bout de piste avec Bouteflika, ça ne les intéresse pas. Donc il y a une espèce, c'est toujours l'histoire des calendriers, des agendas qui se superposent. Mais voilà, en fin de compte, quand on reproche au FFS d'avoir fait une feuille blanche, en réalité, c'est une feuille pleine. Ce qui est plein, c'est l'état des lieux, c'est le pays, les impasses politiques, les perspectives d'économie, les crises sur les solutions alternatives par le schiste, etc. Tout ça est en discussion, et ça a l'air d'être plus important que le président de la République pour l'instant. Moi, ce que je retiens dans la démarche du FFS, c'est que je pense qu'au sein du FFS, chez beaucoup de personnalités politiques et de partis politiques, il y a une prise de conscience que l'état du pays, l'état du pouvoir est inquiétant. Ça va être difficile de gérer l'après Bouteflika. Ça va être dans une année ou en 2019. Donc, c'est une façon de préparer un peu l'opinion nationale. C'est pour ça qu'ils ont mis le thème général vague de consensus, l'idée de consensus, même si tactiquement, certains partis, y compris ceux du pouvoir, Saadani qui représente un segment, le RND qui représente un autre, vont essayer de gagner du temps, vont essayer le FS risque de se retrouver minoritaire dans sa propre démarche, risque d'être piégé par sa propre démarche. Mais, à mon avis, le discours est dirigé plus en direction de la société, de dire que voilà les dangers qui nous guettent aujourd'hui. On n'a pas intérêt encore à continuer à s'entre-déchirer parce que le pouvoir a encore aggravé l'état du pays et de l'état. Hassan dit que beaucoup de dirigeants politiques se sont rendus compte de la situation du pays. Je voulais juste lui demander, est-ce que Sellel en fait partie? Non, Sellel, c'est pas un dirigeant politique. Sellel, c'est un... Dans une journaliste à nous du Monde avait parlé d'un apparatchik de confiance. Oui. En fait, moi, ce qui me frappe, on peut parler du MSP maintenant? Non, attends, juste une chose, parce qu'après, on ne pourra plus revenir là-dessus, et c'est important. Si on parle encore du FFS, moi, je vais devenir très critique vis-à-vis du FFS. C'est ce que je vais éviter de faire. Saïdani, d'accord, je ne te poserai pas la question, alors tu es libre. Saïdani a parlé d'un SMIC qu'il ne fallait pas dépasser, on l'a bien vu. Donc, vous ne touchez pas au président de la République, vous ne touchez pas aux institutions de l'État, donc vraisemblablement, le FFS a accepté cette exigence pour la participation du pouvoir. Donc la question c'est que on sait ce qui les désunit, on sait ce qui ne les unit pas. Sur quoi est-ce qu'ils peuvent être d'accord, ce minimum sur lequel ils vont aller dans cette conférence et qui peut rassembler aujourd'hui? Oui, mais la difficulté, c'est de se dire que le FFS discute avec Saïdani. C'est pas avec lui qu'on discute. Saïdani n'est pas le pouvoir. Le FLN et le RND, Saïd disait tout à l'heure, c'est une partie du pouvoir. Moi, je dirais la chose autrement. Ils expriment le point de vue d'une partie, ils sont l'expression d'une partie du pouvoir. Voilà, il faut être précis. Donc, le FFS ne discute pas avec Saïdani. Ils disent Saïdani, c'est l'éventail, il y a un rideau. Derrière le rideau, il y a des gens qui sont supposés détenir la décision demain sur l'après-Bouteflika. C'est avec ces gens-là qu'il est intéressant de discuter. Avec Saïdani, ça n'a aucun sens. S'il les représente, on a du mal à mettre... Non, mais voilà, ça remet en cause un dernier point, donc on tourne autour de ça. Mais il faut dire les choses très simplement, parce que le pouvoir est informel. Le pouvoir n'est pas dans les institutions. On ne sait pas où il est, donc on tâtonne. On suppose que Saïdani parle au nom de l'armée, puisqu'il est proche, on dit qu'il est proche de Gaïd Salah, du clan de Bouteflika, etc. Le FFS discute avec cette équipe-là, il discute avec l'équipe Toufiq Mediel, les services, par d'autres biais. Est-ce que c'est le RND? J'en sais rien. Donc voilà, c'est... Ok. Alors, la conférence, à cette conférence, le MSP, en tout cas, n'a pas dit qu'il n'allait pas y aller, il n'a pas dit qu'il ne serait pas à la conférence du consensus, mais c'est vrai que sa déclaration pose beaucoup de questions. On ne va pas, tu l'as dit, on ne va pas laisser le terrain libre à nos concurrents. Mokri, qu'est-ce qu'il veut?
en d'autres termes. Alors, à quoi joue Qu'est-ce qui fait à quoi joue Avant le d'y MSP? aller, je veux quand même dire sur le FFS, sur ce qui peut être discuté à la conférence nationale. C'est clair que le FFS ne pose pas la question du président. Il considère que c'est inutile, etc. Mais par ailleurs, les histoires du Parlement, le rôle du Parlement, le poids du pouvoir législatif, c'est ouvert à la discussion. Ce sont des questions. Quand on dit le pouvoir du législatif, c'est par rapport au pouvoir présidentiel. Ce sont des débats qui ne peuvent pas être interdits. Ils sont nécessairement une des questions qui peuvent être abordées dans une conférence nationale. Le minimal, ça peut être des élections législatives sur lesquelles on peut s'entendre. Juste un mot sur la démarche. Ça peut être une démarche. Un mot sur la démarche du FS. En tout cas, les partis du pouvoir, pour eux, c'est une occasion de... Moi, je parle d'un troisième round de consultation sur la révision de la Constitution. Les consultations du HEN n'ont pas abouti, n'ont pas rassemblé beaucoup de monde. Ils se sont dit, à l'occasion d'un débat, à l'occasion de cette conférence, on va essayer d'associer d'autres partis. Et à ce moment-là, on met plusieurs éléments dans le débat qu'on pourrait reprendre à l'occasion d'une révision de la Constitution qui n'est pas encore, en tout cas... Le hockey de l'opposition pour la révision de la Constitution, ça peut être un deal pour l'organisation ensuite d'élections, ça peut être un deal. De quelle opposition parlez-vous? Non, mais c'est NLTD, on parle du FFS et peut-être du MSP, parce que bien que le MSP ait eu une déclaration très suspecte, j'allais dire, il n'a pas dit qu'il n'allait pas participer à la conférence. Mokré a tranché la question cette semaine. Il a dit, on a rencontré les gens du FS, mais juste pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec votre démarche. Il dit aussi qu'on ne va pas laisser le terrain libre à nos concurrents. Il dit aussi, qu'on va... En fait, c'est ça. On va pas nous reprocher, on va y aller... Le gros problème, c'est comment décrypter la sortie de Mokré. Est-ce que c'est la pression de ce qu'on appelle les partisans de la participation, genre Aboudjera Sultani, etc., qui estiment que Mokré les a mis sur un terrain sans issue? Est-ce que c'est juste pour contrer l'initiative du FFS? Et toutes les hypothèses sont permises. Mais ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que Mokré dit le pouvoir, c'est la présidence, c'est l'armée, je ne sais pas trop. Bon, l'armée, Gaïd Salah a dit il est hors de question de discuter du président, de la légitimité du président. Il lui reste la présidence. Donc Mokré va aller à la présidence, leur dire vous débarquez, on organise des présidences. Il y a un problème. Donc il y a la conférence, il y a cette conférence. C'est-à-dire que... CNLTD a annoncé une conférence qui ressemble à la conférence du consensus du FFS. Ils ont annoncé une conférence parallèle. Ça vient d'être annoncé hier, je crois. Oui, on est mal. Une initiative, attendez, excusez-moi. Non, mais c'est important de le dire, parce que jusque-là, moi j'ai lu un petit peu toutes les déclarations, on a parlé d'une initiative parallèle. L'initiative parallèle, ça peut être la position des uns et des autres qui est confrontée à celle du FFS, mais ça ne veut pas dire que tout ça ne va pas être discuté dans la conférence. C'est un peu dommage, parce qu'on s'arrête sur les formes, alors que... Alors, sur le fond, en fait, au printemps 2015... l'Algérie est en train d'essayer de renouer les fils rompus de sa réforme politique. C'est quoi le fil rompu de sa réforme politique? C'est une élection législative interrompue en 1991-92. On était en train de nous réformer avec des élections libres au niveau local, des élections qui devaient être libres au niveau législatif pour arriver à une présidentielle ouverte. Je pense que l'idée qui est en train de s'insinuer, en tous les cas aussi avec le FFS parce qu'il connaît bien cette expérience, c'est de reprendre le fil rompu par là où il s'est rompu, par les législatives. C'est possible parce que ça ne remet pas tout de suite en cause le nœud c'est possible, c'est une réforme possible. Ça ne remet pas en cause la légitimité du pouvoir, du président, ça permet au président de conserver la main sur le processus politique et ça redistribue les cartes. Les partis peuvent, de manière libre, à l'Assemblée nationale, dégager une majorité, dégager un gouvernement responsable devant l'Assemblée nationale et relativiser le rôle de la présidence. C'est un chemin ténu, mais un chemin possible de la réforme politique. Ce qui manque pour que ce chemin avance, c'est une pression populaire plus forte. Elle peut arriver à cause de la baisse du prix du pétrole. On est en train de rentrer doucement dans ce scénario-là. Il faudrait que les uns et les autres le comprennent, c'est tout.
On a vu cette semaine surgir un homme politique qui est Saïdani. Le deuxième, qui a marqué l'actualité cette semaine, c'est bien Ali Haddad, avec ses multitudes sorties sur le terrain, ses rencontres avec des hommes politiques, avec des ambassadeurs. Je crois que tu as, Hassan Ouali, tu as à confirmer justement que Ali Haddad aujourd'hui a du poids et encore plus, davantage. Cette semaine, il s'est improvisé en ministre des Affaires étrangères. Il a rencontré les ambassadeurs, les nouveaux ambassadeurs nommés qui ne sont pas encore, ambassadeurs et consuls qui ne sont pas encore partis en poste. Et la rencontre se déroule au siège même du ministère des Affaires étrangères, au même moment où la Mamra recevait son homologue italien. Et ce qui est intéressant, c'est que Haddad, tu y étais. Ouais, de donner une conférence, un cours de diplomatie économique à des ambassadeurs qui étaient comme des écoliers, qui prenaient des notes, écoutaient religieusement le discours lu par Haddad dans un français approximatif. Et il faisait de la critique de la diplomatie. Il utilisait une phrase, il disait depuis tout le temps, nos ambassades sont fortes par leur attaché militaire, et que l'économie, les attachés économiques, les intérêts économiques sont sous-représentés dans nos ambassades. En gros, il fait une critique de la diplomatie. Hein. C'est un peu le rôle du ministre, d'un nouveau ministre des Affaires étrangères qui arrive. C'est le rôle du chef du gouvernement, c'est le rôle du président de la République. Et pour est-ce que par hasard il leur a dit qu'est-ce qu'ils doivent vendre? Et non, il a demandé explicitement aux ambassadeurs de faire dans le renseignement économique, chercher des nouveaux marchés, aider les entreprises algériennes à trouver des partenaires. Il leur a demandé aussi de faciliter l'octroi des visas à des hommes d'affaires étrangers qui souhaiteraient venir investir en Algérie. Juste pour recadrer, c'était quoi? C'était une conférence? C'était une conférence organisée? Alors, l'intitulé, c'est Rencontre FCE, nouveaux ambassadeurs. À mon avis, ce qui est choquant dans cette information, c'est que le président du FCE, c'est vrai qu'il a le droit de contribuer au rayonnement économique et commercial de l'Algérie, mais la tradition veut qu'un ambassadeur, avant de rejoindre son poste, n'a de consultation qu'avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Là, on a intégré le patron des patrons, le président du Forum des chefs d'entreprise, en l'absence d'un président, puisque le président ne rencontre plus les ambassadeurs avant leur départ. On l'a intégré dans ce processus de consultation, et ce qui fait aujourd'hui de Ali Haddad un homme apparemment très puissant, plus puissant que l'est Ammar Saadani, même si Ali Haddad aussi est un homme mandaté. Les traditions sont bousculées, elles sont même piétinées de là à ce qu'ils rencontrent des ambassadeurs avant même qu'ils rejoignent leur poste. Une image intéressante, c'est qu'à la fin de la rencontre, les ambassadeurs se bousculaient pour serrer la main à Ali Haddad. Le pauvre Reda Hamiani doit lui dire ma période était bien triste. Oui, on peut voir ça sous 2 ou 3 angles différents. Le premier, c'est qu'on a un pouvoir qui n'est pas exercé par le président de la République. Et donc, les gens se partagent ces bribes de pouvoir de manière... c'est celui qui ose le plus, qui prend le plus de pouvoir. On n'est pas vraiment surpris. Ali Haddad est en train d'incarner ces forces d'argent qui sont en train de monter, de s'installer et qui sont dans une course. Parce que la dernière fois, Hassan avait parlé des résidus de rente qu'il faut se presser de partager. On est dans ces batailles-là sur l'économie, on est dans ces situations. Est-ce que ce rôle politique de Ali Haddad aujourd'hui qu'il est en train de s'attribuer, en tout cas celui qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas pour préparer l'après, peut-être pas dans l'économie, mais de se positionner politiquement? Ali Haddad, un ministre demain. De ce que je sais, enfin, il est infiniment plus puissant qu'un ministre. De ce que je sais, c'est qu'Ali Haddad ne voulait pas être à la tête du FCE. C'était pas l'option, la première option. Il y a eu des pressions. Saïd Bouteflika lui a demandé de prendre le FCE. Il y a eu 2 sources concordantes qui le confirment à partir du FCE. Et il est en train d'habiter ce nouveau personnage qu'il ne voulait pas être au départ. Il le fait avec le style
le sien, c'est-à-dire, voilà, c'est pas Polytech Reda Hamiani, diplômé d'une grande école parisienne, je crois que c'est Sciences Po, hein, enfin, il a un style raffiné, etc., de la négociation et tout. Ali Haddad arrive, il dit voilà ce que nous voulons faire et il faut absolument le faire. Et il a obtenu déjà avec le ministre du Transport, avec l'ouverture, donc bientôt pour les compagnies privées algériennes de l'espace aérien, pour les compagnies privées algériennes du transport maritime. Il est en train de bouger pour faire reculer une disposition de l'Assemblée nationale dans la loi de finances sur l'IBS. Il se déploie partout, il se déploie aussi à l'international. Voilà. Donc il est dans ce rôle avec son style. Est-ce que ça, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça concorde avec la volonté de diversifier l'économie. Dire on donne plus de place au privé. Que ce soit l'un des privés les plus identifiés au clan présidentiel qui conduisent cette transition économique, entre guillemets, ça pose problème. Parce qu'il y a en fait un conflit d'intérêts, c'est évident. Les marchés que Haddad veut obtenir à l'international, et veut d'abord les obtenir pour lui-même. S'il y a quelqu'un qui peut nous démontrer le contraire, moi je suis preneur. Ouais. Puisque Hassan est passé à droite, je suis obligé de tenir un discours de gauche pour remarquer que ce qui se passe avec Ali Haddad montre que les riches, ceux qui ont de l'argent, ont une vraie représentation très puissante et qu'elle est en train de prendre le pouvoir. Contrairement aux travailleurs et aux pauvres qui ont pour représentant Sidi Saïd, lequel est un sous-traitant chez Haddad, et le reste des travailleurs n'est pas représenté du tout. Donc on a une fausse représentation du pays qui est en train de devenir totale, ce qui ouvre la voie aux détenteurs d'argent, qui sont les seuls à être représentés et à décider dans le pays. C'est comme ça qu'on explique cette confusion de rôle. Cette confusion de rôle ne va-t-elle pas aller en fait, ceux qui ont de l'argent sont dans le pouvoir depuis tout le temps. Tout le temps. Aujourd'hui, ça prend d'autres formes à travers une organisation patronale à qui on donne un poids on donne au FCE un poids aujourd'hui avec Haddad qu'elle n'a pas eu avec Hamiani, qui a pourtant fait l'effort de discuter, de négocier, qui a fait du bon boulot. Mais aujourd'hui, c'est que on est dans une situation. La transition est en train de se jouer à ce niveau-là. Alors qu'on essaie de discuter de manière transparente des formes de transition politique, la transition économique est en train de se faire de facto sur le terrain par des situations de fait accomplies. Pourquoi ce serait dangereux il faut le demander à Ahmed. Pourquoi ce serait dangereux? Parce que ça fausse la représentation nationale, que les uns soient représentés et détiennent le pouvoir et que les autres ne soient pas représentés du tout. Ça fausse la représentation nationale, c'est très dangereux ça. Est-ce que ça fausse ou est-ce qu'on revient au vrai conflit qui traverse les sociétés entre tu parles tout à l'heure de droite et de gauche et tout, mais c'est ça le vrai conflit, le conflit objectif qui traverse la politique, elle est là-bas. C'est-à-dire, il y a ceux qui ont la force du travail, qui sont malmenés en permanence, il y a ceux qui détiennent le capital et qui détiennent le pouvoir politique. C'est pas ça le clivage. Là, c'est pas ça. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas en parler. Je pense pas que dans ce débat-là sur le rôle de Ali Haddad, le rôle nouveau d'Ali Haddad, je pense pas que l'on soit dans une problématique clivage rémunération du capital, rémunération du travail. On est dans une problématique configuration du capitalisme algérien qui domine dans le capitalisme algérien dominant, émergent. Qui va le dominer, qui va le contrôler? C'est plutôt ça. Quand Bouteflika est arrivé, on peut dire en gros que c'était Erbrab qui était l'homme numéro 1 à la fin des années 2000. Quand Bouteflika partira, l'homme numéro 1 risque d'être Haddad et il s'est placé pour. Et c'est pas la même chose. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes lignes. Au départ, c'est les mêmes, ils s'appuient tous les deux sur le pouvoir, on peut être d'accord, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais au bout d'un moment, ce n'est pas les mêmes. Et il faut noter, c'est un autre événement de la semaine, que Issa Rabrab revient en grâce. Parce que Issa Rabrab a bénéficié. L'amendement Rabrab. Il a bénéficié de dispositions qui lui ont permis de conserver sa part dans Jay-Z et de faire transférer par la Banque d'Algérie 65 millions de dollars pour financer ses investissements en Italie. C'est une première historique.
qui a été annoncé d'ailleurs ici. Ce chiffre a été annoncé ici par son cher patient, expert financier qui ouvre les dossiers. Et donc, il n'est pas totalement exclu dans la nouvelle configuration. Il peut aussi avoir sa part, mais il est quand même sur une ligne plus moderne que celle de Ali Haddad, qui lui est dans l'attente des commandes publiques et toujours dans l'attente des commandes publiques. Ça donne une petite indication sur la nouvelle configuration du pouvoir dont parlait Saïd. Les forces de l'argent sont en train de changer publiquement la loi et les règles du jeu. L'amendement, ce que j'appelle l'amendement Rabrab, le règlement de la Banque d'Algérie, c'est un règlement imposé par le patronat, point. Non, je ne peux pas laisser dire ça. Je vais prendre le risque encore de paraître comme étant le défenseur, parce qu'il faut rétablir les faits, c'est ce que j'essaye, si tu permets, Souhila, de faire à chaque fois que c'est nécessaire. Celui qui était intéressé par cet amendement, c'est l'État algérien. L'État algérien voulait récupérer 51% de Jay-Z. Or, il ne pouvait pas récupérer 51% de Jay-Z sans régler le cas des 3,43% de Cévital. Pour régler ce cas-là, il fallait qu'il fasse un règlement qui contente Cévital. Cévital voulait prendre son équivalent en action dans Jay-Z, le prendre en action à l'international. Donc, il faisait un swap. Et la Banque d'Algérie ne connaît pas ça. Donc, ils lui ont donné de l'argent pour financer ses projets, plutôt que de lui laisser faire un swap. C'était l'État qui était intéressé, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler amendement Rabrab, parce que ça a permis de régler le cas Rabrab. Voilà. J'ai juste une confirmation. Ça, c'est une confirmation.